Je m'appelle Marc-André Arnois, je suis directeur général de l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction pour discuter du cautionnement de licence de la Régie du bâtiment du Québec. Ça me fait plaisir d'avoir deux invités avec moi ce soir. Maître Manuel Saint-Aubin, avocat et arbitre spécialisé dans la construction et l'immobilier, et Alexandra Warren, spécialiste en cautionnement commercial chez MP2. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec un grand plaisir. Merci. D'abord, moi, je vais faire une première mise en contexte, puis après, j'aborder quelques enjeux pratiques avec Maître Saint-Aubin et on va s'intéresser à l'industrie du cautionnement comme tel avec Alexandra. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est un cautionnement? À quoi ça sert? Dit simplement, une caution, hein, c'est quelqu'un qui s'engage à remplir les obligations de quelqu'un d'autre si nécessaire. Par exemple, quand un parent se porte garant pour le prêt personnel de son enfant, il est sa caution. Si l'enfant ne rembourse pas, le prêteur va aller voir le parent. Or, la CQC existe précisément parce que dans le domaine de la construction, il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs qui ne respectent pas toujours leurs obligations. De fait, hein, chaque année, le secteur de la rénovation est sur le podium des plaintes à l'Office de la protection du consommateur. On a juste à penser aux nombreux cas qui font les manchettes régulièrement. Puis, même en excluant les entrepreneurs qui sont moins scrupuleux, on peut tout à fait faire honnêtement faillite, puis laisser de nombreux clients perdre leurs acomptes. Comme les montants en jeu sont souvent élevés, ben, quand un entrepreneur fait faux bond à ses clients, ça peut avoir des répercussions importantes. C'est pourquoi la Régie du bâtiment du Québec impose un cautionnement de licence. C'est-à-dire que pour avoir une licence d'un entrepreneur en construction, il faut avoir une caution. Dans le cas des entrepreneurs spécialisés, le cautionnement exigé par la Régie est de 20 000. Dans le cas des entrepreneurs généraux, il est de 40 000. Ce montant-là peut être fourni de plusieurs manières, hein. Il pourrait très bien avec un chèque de 40 000 si ça le tente, mais la plupart du temps, ça va être sous la forme d'une police d'assurance, souvent offerte par l'entremise d'une association d'entrepreneurs. Ce montant-là, donc, il est disponible pour indemniser des gens à qui l'entrepreneur devrait de l'argent s'il n'est pas en mesure de payer. Cela dit, ça ne couvre pas tout et ça protège, somme toute, assez mal les consommateurs de notre avis. C'est en tout cas la conclusion à laquelle est arrivée la vérificatrice générale du Québec dans son rapport de juin 2021. Essentiellement, deux lacunes étaient visées dans le rapport. D'une part, le cautionnement, il couvre uniquement les malfaçons si elles sont découvertes dans l'année de la fin des travaux. Or, quand on fait faire des travaux de construction, on espère bien que l'ouvrage va durer plus qu'un an. Et puis souvent, ben, si les choses ont été correctement mal faites, ça va prendre plus qu'un an avant que les problèmes apparaissent. Donc, ça laisse beaucoup de vices qui ne sont pas couverts. D'autre part, hein, le montant est souvent insuffisant. Ça, c'est facile à comprendre parce que même avec 40 000 si un entrepreneur fait faillite puis qu'il y a des dépôts de, disons, 5 000 de 10 clients, ben, on a déjà dépassé le cautionnement. Parce qu'il faut bien comprendre que normalement, si on réclame le cautionnement, c'est que l'entrepreneur est en faillite ou en voie de l'être, là, hein, parce qu'il n'est plus capable de payer, puis vraisemblablement, il va y avoir plusieurs clients que ça va impacter ou qui risquent de réclamer. À ça, j'ajouterais que comme ça prend en général un jugement pour réclamer la caution, ben, si c'est de l'ordre des petites créances, ça passe encore, mais s'il faut aller à la Cour du Québec, ben, à moins d'être capable de se représenter seul, moindrement qu'il y a plusieurs clients qui réclament, il y a quand même un risque que ça coûte plus cher en frais d'avocat que ce que la caution va payer, là. Donc, il y a quand même des calculs à faire. Donc, la caution de la régie est pas inutile, mais disons que c'est très perfectible et c'est dans ce contexte-là que la Régie a publié un projet de règlement fin mars dernier qu'on pouvait commenter jusqu'en mai. Et il y avait une bonne et une moins bonne surprise dans ce projet de règlement-là. La bonne surprise, c'est que plutôt que de prolonger le délai maximum d'un an après la fin des travaux de quelques années, bien, elle va proposer de carrément le retirer. Donc, sans délai aucun. Un client pourrait réclamer le cautionnement euh, a priori autant d'années qu'il veut après. Évidemment, il faudra encore démontrer que le vice découle réellement des travaux d'origine. Ce n'est pas simplement une usure normale ou un entretien déficient, là. Mais quand même, ça nous semble une excellente nouvelle. La mauvaise surprise, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'ambition en ce qui concerne le montant qui est couvert. Hein, on parlait d'augmentation de 50 donc ça deviendrait 30 000 et 60 000 le montant des cautions. De notre avis, c'est assez insuffisant, surtout lorsqu'on considère l'impact relativement négligeable que ça aurait sur les prix, il nous semble.
Mais bon, ça pourra faire partie de la discussion de ce soir. Donc, comme premier invité, Maître Manuel Saint-Aubin, on peut se tutoyer? Oui, ça va. Oui. Manuel de Saint-Aubin, avocat, et derrière l'excellent blog droitimmobilier.ca, avocat et arbitre accrédité, se spécialise notamment dans le droit immobilier et représente principalement des entrepreneurs, mais aussi des consommateurs. Donc, bonsoir. Bonsoir. Avec le projet de règlement, la RBQ annonce vouloir augmenter les montants cautionnés de 50 ce qui équivaut à l'inflation depuis la dernière augmentation, en passant de 30 à 60 000 dollars. Est-ce que ça change fondamentalement votre réponse sur l'intérêt à poursuivre? Comme vous disiez, le seuil est à 50 000 dollars. En fait, de ça, Bien, franchement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cautionnement de licence RBQ, c'est pas une police d'assurance pour le client. En fait, c'est un montant qui est maximal pour l'ensemble des réclamations de la part de clients qui se trouvent lésés. Fait que c'est vraiment pas grand-chose, bien sincèrement. je d'accord. Ah, c'est pas nous qui le dit, c'est plus crédible. Non, c'est super. On a plusieurs avocats ici. En tout cas, on va s'en parler. Mais non, c'est vraiment pas grand-chose. En fait, la problématique est en amont. Vraiment en amont. C'est la qualité des travaux qui doit être mieux surveillée. Euh, En haut, au lieu de toujours trouver des solutions quand le problème est arrivé après. Souvent, ce que je reproche aux législateurs, c'est de donner des droits à des recours, mais il faut encore on laisse aller le problème, on pèle ça dans le cours des tribunaux ou des instances décisionnelles, alors que souvent, on pourrait essayer de trouver une solution en amont pour éviter justement que ça se retrouve là, à, à- à faire valoir le cautionnement. Puis, franchement, 60 Il 000. faudrait se voir si le projet de loi 76 Ouais. un jour, Ouais. Ouais. qui est pour la population qui est sur la surveillance obligatoire des chantiers de construction qui va Ah, oui, oui, éventuellement s'en oui. venir. Oui, oui. Pour finir, vous qui défendez bon, à la fois des entrepreneurs et occasionnellement des consommateurs, si vous aviez été consulté sur des modifications apportées au cautionnement de licence, qu'est-ce qui vous aurait semblé être une bonne option pour défendre adéquatement les clients sans faire porter un fardeau déraisonnable aux entrepreneurs? Pour moi, comme je disais tantôt, le problème est en amont. Qui est pas, ça règle rien, ça. Bien sincèrement. On a rajouté quoi, 20 000? Ils ont rajouté 20 000 sur 40 000. Voyons. Les, les travaux de construction aujourd'hui ont vraiment monté en termes de prix. Et les litiges dans la construction sont de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles. Ça implique des coûts majeurs pour les parties prenantes, là. Je parle autant pour l'entrepreneur que pour le consommateur. Euh, donc, le 60 000, je ne vois même pas en quoi ça peut être la portion de la solution, sincèrement. C'est vraiment en amont qu'il faut travailler sur la qualité et puis le contrôle de ce qui se fait parce que c'est très inégal, les travaux de construction. On peut avoir un entrepreneur qui travaille très bien, puis un autre, mais c'est absolument n'importe quoi. Donc, comment encadrer plus ce qui est en haut pour mieux protéger les clients à la suite? C'est là qu'il faut travailler, selon moi. J'aurais même pas commenté. C'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution. OK. Et ça m'amène à Alexandra qui est toujours avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc là, on a parlé un peu de ce qui est recours. Maintenant, on va s'intéresser un peu à toute l'industrie qui est derrière ces cautionnements-là. Euh, donc, Alexandra, qui est spécialiste en cautionnement commercial chez MP2B, je crois, une des plus grosses firmes de courtage du domaine au Québec. Est-ce que tu veux nous glisser quelques mots pour te présenter? Ou, Ben oui, avec plaisir. Donc, je suis responsable du cautionnement commercial chez MP2B Assurance. MP2B, c'est un courtier qui a été fondé il y a 30 ans
expert dans plusieurs domaines, dont le cautionnement. On fait également de l'assurance entreprise et de dommages des particuliers dans plusieurs domaines, plusieurs spécialités. Donc, voilà pour la petite présentation. Merci. Puis, si on se concentre sur le marché du résidentiel léger, ça représente quoi? Est-ce que c'est marginal ou c'est un gros segment dans l'industrie? Puis, est-ce que c'est les mêmes joueurs, les mêmes acteurs qui cautionnent dans le résidentiel léger? S'il y en a ou c'est une spécialité? Donc, en fait, on ne voit pas le cautionnement comme du résidentiel léger ou les gros joueurs dans le monde de la construction. Pour nous, le cautionnement de licence, c'est tout sur la même marche. Que vous soyez un nouvel entrepreneur qui débute dans le domaine ou que vous soyez un entrepreneur de plus de 30 ans qui est un acteur majeur dans le domaine de la construction au Québec, pour ce qui est du cautionnement de licence, vous êtes sur le même palier. Donc, les primes vont rester les mêmes, les enjeux vont rester les mêmes. De là où il peut y avoir, surtout au niveau des réclamations, on peut avoir de la difficulté là, à cause d'ailleurs, entre autres, en fait, de ces volets-là. Puis justement, quand on dit le prix est le même, pour un entrepreneur en construction, ça peut coûter combien un cautionnement de licence? Donc, en fait, souvent, la prime va être annuelle aux 2 ans. Ils font 3 ans aussi. On calcule pour un cautionnement de 20 000 entre 300 et 450 par année. Le cautionnement de 40 000 on est entre 475 et 650. Ça, c'est les moyennes du marché, là. Il y en a qui sont plus bas que ça, il y en a qui sont plus hautes que ça, mais ça, c'est pour un courtier ou la caution elle-même qui assure l'entrepreneur. Par contre, il faut noter que les associations, comme la PCHQ, par exemple, le Mhm. cautionnement de licence est inclus dans le membership du client. Donc, le Mhm. client ne voit pas ce prix souvent de cautionnement-là. Il va être inclus avec les autres services que l'association va offrir. Mhm. Puis, c'est quoi les critères que les différentes cautions vont regarder pour établir un prix? C'est le volume d'affaires, l'expérience? Donc, en fait, le prix, souvent, on a, à travers le domaine du cautionnement, il y a des balises. Ce qu'on va regarder, nous autres, de notre côté, c'est qu'en fait, il y a deux types de cautionnement. Il y a ceux en souscription qu'on appelle et ceux sans souscription. Donc, les cautionnements avec analyse financière et les cautionnements sans analyse financière. Les cautionnements de la RBQ, pour monsieur, madame, tout le monde, si vous avez un beau dossier, puis je vais vous revenir avec les critères d'un beau dossier, mais si vous avez un beau dossier, il n'y a pas d'analyse financière qui se fait sur votre compagnie ou au niveau personnel. La prime, elle est la même. Je vous donne un exemple. L'entreprise A, le client a fait faillite il y a 10 ans. On va faire une analyse financière. On veut voir qu'il y a une certaine équité au niveau personnel. Donc, pour accorder le cautionnement. Donc, ça, c'est les sans souscriptions, ce qu'on appelle. La majorité des cautionnements RPQ, si vous rentrez dans les critères. Avec souscription, ça va être par exemple les cautionnements OPC. Donc, tout ce qui est commerçant itinérant, c'est avec analyse financière. Donc, on regarde les bilans personnels des actionnaires pour voir qu'il y a une certaine équité pour approuver le cautionnement. Puis, si la compagnie est déjà active, on va regarder les derniers états financiers également de la compagnie pour voir qu'il y a de l'équité au niveau de la compagnie également. On, en règle générale, il faut au moins que la compagnie ait le montant du cautionnement en équité, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de la compagnie. Puis à tous les ans, on va regarder, on va faire des mises à jour financières, que ce soit au niveau personnel ou de la compagnie, en leur demandant les états financiers annuels, par exemple, pour voir qu'il y a quand même une belle continuité, puis que la compagnie ne s'en va pas dans le trou. Puisqu'au final, il faut garder en tête que s'il y a une réclamation sur un cautionnement, dans les deux cas, l'entrepreneur va falloir qu'il remette l'argent à quelqu'un. Si il donne son argent à la RBQ, il donne le 20 000 la RBQ va aller chercher sur le 20 000 du client. Si c'est la caution, s'il y a une caution de 20 000 oui, c'est la caution qui va indemniser, mais la caution va courir après l'entrepreneur pour se faire rembourser. OK. Euh,
La RBQ, quand ils proposent, ben, en fait, tous les organismes gouvernementaux au Québec, quand ils proposent un projet de règlement, ils doivent faire une analyse d'impact réglementaire dans lequel la RBQ a chiffré que ce qu'elle a proposé, ça allait coûter en moyenne 230 de plus par entrepreneur par année. Mhm. Est-ce que, comme courtière, c'est de quoi qui vous semble représentatif? Là, c'est à peu près à ça que vous pouvez vous attendre vous aussi si c'est adopté. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Quand on regarde ces montants-là, si on augmentait le cautionnement de la RBQ jusqu'à, disons, 100 000 là, est-ce que Mhm. ça poserait des enjeux selon vous? 100%. 100% parce que je dis ça par expérience, mais je me dis que probablement que la caution, peut-être que les cautionnements à 100 000 seraient faits avec souscription. Mhm. Tandis qu'avec les montants actuellement, ils sont faits sans souscription. Peut-être qu'à 100 000 à ce moment-là, la caution voudrait voir des états financiers, voudrait voir des bilans personnels pour voir déjà l'équité du client. Par contre, ça fait un gros désavantage pour les gens qui veulent se partir en affaires. Mhm. Donc, est-ce qu'on encourage l'économie dans le domaine de la construction à ce moment-là? Je crois pas. Je pense on peut en débattre longtemps. Par contre, est-ce que ça ferait un ménage sur les entrepreneurs qui ont de la misère? Tout à fait. Puis ça, je veux dire, le montant de cautionnement dans l'industrie de la caution, tout le monde le sait, que ce n'est pas assez 20 000 et 40 000. Ce n'est pas un secret pour personne. Vous pourriez parler à différentes instances dans le domaine du cautionnement. Tout le monde vous dirait la même chose. Tout le monde le sait que ce n'est pas assez. Est-ce que c'est ça la solution, par contre? Euh, je crois pas. Je crois que le problème est beaucoup plus profond. Les racines sont beaucoup plus loin. Est-ce qu'il faudrait tout d'abord encadrer dès le début les contrats? Je crois que oui. Euh, Tout ce qui est dépôt également. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de consommateurs qui manquent d'éducation, malheureusement. Payer comptant pour sauver les taxes, on ne se cachera pas, ça se fait encore beaucoup. Euh, je crois qu'il y a une grande éducation à faire, tant au niveau, oui, des entrepreneurs, mais également, il faut continuer d'éduquer nos chers consommateurs pour qu'ils soient le mieux protégés possible. Oui. On y travaille, mais c'est toujours bien de le mentionner. Euh, Actuellement, le montant du cautionnement dépend du fait qu'on soit un entrepreneur général ou spécialisé. L'option qu'on défend à la CXC depuis 2021, c'est l'idée que le montant du cautionnement soit plutôt proportionnel au chiffre d'affaires de l'entreprise. Pas Mhm, forcément strictement proportionnel, là, mais au moins que ça soit par palier, de manière à ce qu'on puisse vraiment exiger un cautionnement plus élevé d'une grosse entreprise et de quoi de plus modeste, justement, quand on parlait des petits entrepreneurs, puis de ne pas mhm. nuire abusivement à leurs activités, à avoir un montant plus raisonnable pour les plus petits entrepreneurs. Est-ce que d'un point de vue de l'industrie, c'est quelque chose de faisable, voire même avantageux, ou est-ce que ça pose des défis particuliers si jamais ça devenait comme ça? Ben, personnellement, je crois que c'est une excellente idée. On le fait avec l'OPC. L'OPC, les agences de voyage font déjà ça avec les agences de voyage. Le montant de cautionnement augmente d'année en année selon le tableau de l'OPC. Donc, pourquoi pas? Est-ce que ça, par contre, c'est sûr que si on regarde, si on compare, par exemple, avec les agences de voyage au niveau de l'OPC, ils vont demander un fonds de roulement obligatoire, par exemple, de 5 000 si on regarde les agences de voyage, pour débuter la compagnie. Est-ce qu'il ne faudrait pas obliger à la RBQ un fonds de roulement déjà lorsqu'on commence une compagnie? Peut-être. Parce qu'au niveau des agences de voyage, on va regarder les états financiers annuellement pour savoir si le fonds de roulement est respecté de un, puis pour voir également s'il y a une stabilité ou une augmentation du chiffre d'affaires, si l'équité est bonne également. Moi, je pense que ça serait une bonne solution. On le fait déjà pour une autre entité. Pourquoi pas le faire pour la RBQ? Ben, je ne contredirai pas. Je vais terminer avec la même question pour Conrad Saint-Aubin. Si vous aviez été consulté sur un projet de règlement sur la cautionnement de licence, qu'est-ce qui vous aurait semblé être des bonnes propositions pour l'améliorer? Ben,
Je ne crois pas que l'augmentation du montant de cautionnement, ce soit l'idée magique. Je crois faut qu'on soit qu'on aille à la source du problème. Il y a beaucoup de lois et de règlements qui devraient être mis en place dès le début. Avant qu'on se rende à une réclamation sur un cautionnement, il y a plein de choses qui se passent avant, dont la signature du contrat, dont les fameux dépôts. Je ne crois pas que augmenter le montant de cautionnement, ce soit la solution absolue. Je crois que c'est juste le gazon, mais les racines, au fond, ils doivent être changés avant tout. Oui. Bon, je ne me priverai pas d'une augmentation du montant, mais on va être tout à fait d'accord et ça revient souvent à la question que la prévention, ça coûte beaucoup Mm. moins cher. Ah, tout à fait. Mm. Tout à fait. Et peut-être pour relancer Alexandra sur la question du travail en amont, Ouais. on voit tu sais, dans le domaine du courtage immobilier résidentiel, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne là-dedans avec la normalisation des formulaires de promesse d'achat, la normalisation du processus contractuel pour l'acquisition d'un immeuble résidentiel. Ça fonctionne bien. La jurisprudence finit par se normaliser sur l'interprétation des clauses. Ça serait, tu sais, quelque chose de logique à implanter pour tout ce qui est travaux de construction qui concernent les consommateurs. Je trouve que ça serait quelque chose de vraiment efficace éventuellement Ben oui, tout à fait. à étudier. Ouais, je pense parce que ça fonctionne. Quand c'est technique, ça fonctionne bien. Puis ça ouvre la porte aussi à l'instauration de certains tribunaux spécialisés. On a normé énormément le droit du logement avec des formulaires, ben, des baux avec des clauses obligatoires qui font en Mm. sorte que on connaît le chemin, on doit suivre les étapes, puis ça aide à ce que les droits de toutes les parties soient mieux respectés, puis ça aide les décideurs, les juges aussi à se conformer à une certaine façon de faire. Alors que dans la construction, ce que je remarque, c'est que c'est ultra complexe. C'est les justiciables, puis autant les avocats, les entrepreneurs que les clients ont de la misère à se retrouver, les juges aussi, des fois. Ça fait que ça coûte une fortune de faire valoir des droits sur des aspects techniques. Donc, si on les encadrait ab initio avec une normalisation, je pense que ça serait vraiment une bonne chose. C'est pas la première fois qu'on l'entend, l'idée que ça serait le fun qu'il y ait des contrats normés dans Ouais. la construction. D'ailleurs, GCR a son propre contrat qu'il Oui. propose à ses entrepreneurs, Oui. qui souvent vont pas l'utiliser parce qu'ils ne retrouveront pas les clauses qu'eux autres ont envie de mettre dedans. Donc, ça va prendre un législateur à un moment donné qui va, je ne vais pas dire mettre ses culottes parce qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, là, mais qui va prendre cette option-là puis dire oui, moi j'y crois à ça. Euh, Parce que sinon, en tout cas, avant qu'on ait un contrat consensuel pour l'ensemble de l'industrie, il va falloir travailler fort. Je crois que c'est malheureusement nécessaire. Oui, c'est Euh, la solution. C'est la solution. C'est devenu trop complexe. Le vécu aussi un contrat. oui, ben, Oui. ils ont un contrat type qu'ils offrent pour les rénovations Ouais. à prix fixe. Les entrepreneurs n'utilisent pas ça. Non. Non, mais Ils c'est ça. écrivent leurs affaires ça. Malheureusement, les entrepreneurs vont pas rien utiliser si ce n'est pas une obligation. Ouais, ce qui m'étonne énormément dans cette industrie-là, c'est à quel point on peut dire que c'est encore un peu le Far West. Mhm. Puis malgré qu'il y a tellement de règlements, tellement d'encadrement, ça a beau être super encadré, il y a énormément de problèmes dans l'industrie de la construction. C'est incroyable. Oh, Incroyable. je te dirais pas le contraire. Il y a une mécompréhension de la loi et de la réglementation chez beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de petits ou moyens entrepreneurs qui sont souvent de bonne foi. Il faut dire aussi, il y a beaucoup de monde qui souvent, c'est des bons travailleurs qui partent en business, puis ils n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir
une équipe d'administration puis d'avocats à l'interne, puis ça arrive qu'ils utilisent des contrats, des choses qui sont pas adaptées, ça crée des mésententes entre les parties. Puis on dit souvent un litige part d'une mécompréhension, d'un manque de communication. Et comment rétablir cette communication-là entre les parties? Mais ça passe par une simplification, une normalisation, puis comment que tout le monde peut comprendre les règles. On va prendre une dernière question en arrière. C'est juste un commentaire parce qu'on parle, vous parlez de Far West. Commentez-nous encore sur la pratique de certains entrepreneurs de mettre en faillite leur entreprise ou de la fermer et pour rouvrir une autre, une autre, une autre. Comme j'ai entendu pas depuis longtemps, quelqu'un qui ouvrait une entreprise ou enregistrait une entreprise pour chaque grand projet. C'est incroyable. Donc, le consommateur doit avoir un son de cloche quand il voit qu'il a eu trop. Donc, c'est pas de bonne volonté ici. C'est une pratique qui est acceptée, qui est souvent légale, puis c'est comme ça. Et se mettre à l'abri. Ben, il y a des montages pour gérer le risque juridique, effectivement. C'est intéressant le mot que tu as choisi de dire qu'une pratique est acceptée parce que je me souviens que il y a quoi, 2 ans à peu près, il y a eu plusieurs reportages de la facture sur des coquilles vides. Et je me souviens d'un haut placé de la Régie du bâtiment du Québec qui disait, ben là, des coquilles vides, là, c'est un terme qui est galvaudé, là. Non, c'est pas galvaudé. Les gens, quand ils font face à un entrepreneur qui n'existe plus, ils font face à un entrepreneur qui n'existe plus. Ouais. Non, c'est pas galvaudé du tout. Non, je suis d'accord. Bon, bien sûr, ces belles paroles. Je remercie encore beaucoup nos 2 invités. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, Alexandra, aussi. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée.